À l'heure où les grandes puissances mondiales continuent à investir des budgets faramineux dans la conquête spatiale, au moment où la communauté scientifique s'accorde à dire que l'existence d'une vie extraterrestre est plus probable que son contraire, nous nous sommes demandé comment nous inspirer de cette vie extraterrestre pour enrichir notre vie terrienne. Alors loin des clichés, des petits hommes verts, quelle forme peut-elle revêtir? Peut-on envisager des contacts ou cela reste-t-il de l'ordre des élucubrations? C'est à bord d'un plateau interstellaire que nous recevrons deux spécialistes passionnés, Grishka Bogdanov et Jean-Claude Bourré, auteur de best-sellers dans ce domaine. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Grishka Bogdanov, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et vous n'êtes pas arrivé les mains vides, mais avec cette nouvelle édition enrichie de votre best-seller, Le visage de Dieu, dont vous êtes le co-auteur avec votre frère Igor Bogdanov. Exactement. Absolument. C'est une version qui est enrichie, mais qui est également, évidemment, qui est tournée vers les derniers résultats du satellite Planck. Et c'est passionnant. Important. On va en parler dans quelques instants. Jean-Claude Bourré. Bonjour. Alors, bonjour. Je suis honorée de vous recevoir, parce que plus jeune je vous regardais, vous êtes un visage emblématique de la télévision française. Mais Alors, vous êtes toujours aussi jeune, mon enfant. merci. Alors que, après l'énorme succès de votre premier opus coécrit avec l'éminent scientifique français, Jean-Pierre Petit, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Et vous revenez avec ce nouveau titre, Contact cosmique aux révélations capitales. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et François Pomès, alors qui ne tient plus en place depuis l'annonce de la thématique, il n'arrête pas de faire la navette dans les couloirs de C8. C'est le cas de le dire avec l'espace. Voilà, c'était... Oui, merci de le relever. Je vous avais promis des ovnis. Oui, je ne sais pas où vous allez vous arrêter en fait. Jamais, je ne m'arrêterai jamais, c'est sans limite, il paraît, de l'univers. Alors, avant de s'attarder sur la vie extraterrestre, eh bien, je vous propose de découvrir le visage de Dieu à travers le prisme de la science avec vous, Grishka. Oui, merci beaucoup. Alors Grishka, votre livre est loin d'être anecdotique, c'est un témoignage précieux, préfacé par 3 prix Nobel, alors que pendant des siècles, on a voulu séparer la science de la foi. L'équation de George Smoot est arrivée comme un pavé dans la mare pour nous démontrer que si Dieu avait un visage, eh bien, ça serait peut-être celui d'un mathématicien émérite qui ferait jaillir la vie à coups de nombres premiers. Finalement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que rien n'est laissé au hasard dans l'univers, pas même le nombre de pétales sur une marguerite. Alors, vous allez me dire ça, Grishka, parce que pour nous, communs des mortels, qui ne sommes pas scientifiques, qu'est-ce que cette équation peut nous apporter dans notre vie quotidienne? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre ce grand tout qu'on appelle l'univers et puis l'individu. La première chose, c'est d'expliquer déjà pourquoi ce titre, Le visage de Dieu, que nous avons donné donc à cet ouvrage. En 1989, il se trouve que George Smoot et son camarade donc John Matter vont lancer un satellite qui, pour la première fois, va explorer, fouiller la plus lointaine région de l'univers, c'est-à-dire remonter dans le temps. Plus on va loin dans l'espace, plus on remonte loin dans le passé. Et ils sont arrivés comme ça, ils sont parvenus à photographier grâce à ce satellite qui s'appelle COBE, la première lumière de l'univers, c'est-à-dire finalement le flash lumineux qui est l'écho du Big Bang. Ils l'ont photographié. Et quand, en 1992, 3 ans plus tard, il montre cette image inouïe à ses collègues de la Société américaine de physique, il est saisi d'une telle émotion qu'il dit « Regardez cette image, mes amis, c'est comme voir le visage de Dieu ». En effet, c'était cela, parce qu'il était convaincu, comme vous venez de le dire très justement, que le hasard était exclu de cette image. Et c'est vrai. Quand on le regarde... Ça prouve la loi de causalité, finalement. Mais bien entendu. Que ça. Bien entendu. Tout à fait ça. Il s'est rendu compte alors, que cet univers... Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour qu'on soit plus heureux? Pour ceux qui nous regardent ce matin, de comprendre ça, comment on peut l'adapter dans notre vie quotidienne? Dans notre vie quotidienne, ce que l'on doit comprendre, c'est que puisque rien n'est laissé au hasard au moment de la naissance de l'univers, et ça se voit dans cette première lumière, tout est extrêmement organisé, les détails sont au millionième de degré près, puisque c'est une sorte de plasma chaud, mais ça veut dire que, à l'instant du Big Bang, tout était encore plus organisé, et que donc il y a quelque chose, ou quelqu'un, comme le diraient les religieux, qui organise non seulement la naissance, mais ensuite l'évolution de l'univers et de tout ce qu'il contient, y compris les êtres humains. Et savoir d'où on vient, c'est aussi savoir où on va. C'est pour ça. Savoir d'où on vient, c'est savoir exactement où on va. Ce que vous dites, François. Donc il y a une destinée qui, quelque part, est calculée depuis le départ, pour chacun de nous. Mais vous ne croyez pas au destin, quand même?
Mais le destin est quelque chose de merveilleux. Ou alors que l'on crée. Merveilleux, parce qu'on est capable d'agir sur le destin avec nos degrés de liberté. C'est ça qui est génial. Et dans votre mais livre. oui, c'est cette ça qui est action génial. qui est sur le destin qui est réservée à chacun. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle des lignes d'univers. C'est comme ça qu'on dit en science. Ces lignes d'univers, on est capable d'agir dessus. Cependant, c'est à l'intérieur de quelque chose qu'on appelle, nous, le cône de lumière de l'espace-temps. Et ce cône de lumière, il nous abrite, en quelque sorte, il nous protège. Et il nous protège de quoi? Eh bien, il nous protège de ce qu'on pourrait appeler le hasard. Le hasard n'existe pas. Ça, c'est génial. Alors, Grishka, on connaît très bien votre côté scientifique, un peu moins votre côté spirituel. Alors, je vous propose tout de suite l'interview Confession. Avec joie. Grishka, avez-vous foi en l'humanité? Eh bien, l'univers a foi en l'humanité. Et donc, j'ai foi en l'humanité, Ça, moi c'est aussi. beau ce que vous dites. Avez-vous foi en l'amour? Bien sûr. La connaissance, le savoir et l'amour sont les deux grands axes qui, évidemment, guident l'humanité sur son chemin. Avez-vous foi en Dieu? Oui, j'ai foi en Dieu, mais on peut y rajouter autre chose. Et qu'on peut aller vers Dieu par les voies de la révélation, c'est la foi, mais aussi par les voies de la raison. Avez-vous foi dans l'avenir? Bien sûr. J'ai totalement foi en l'avenir. J'ai d'ailleurs créé un slogan, mémoire, savoir, espoir, et toujours se souvenir de l'avenir. C'est beau. Avez-vous foi en vous? Oui, on doit avoir foi en soi. C'est la reconnaissance de ce que le grand philosophe de l'Antiquité a pu dire, connais-toi toi-même, et donc aie foi en toi-même. Merci Grishka. Vous restez avec nous. Je pense que le deuxième sujet va vous passionner puisqu'on va parler de la vie des extraterrestres. Et c'est tout de suite dans le savoir qui fait du bien. Merci Grishka. Alors François, vous avez enquêté sur les extraterrestres, sur les ovnis. J'ai hâte de vous entendre, mythe ou réalité. Attention, vous avez quand même deux grands messieurs à côté Je de suis vous. un toupie, c'est un sujet qui me passionne. Bon, l'idée de l'existence d'une vie extraterrestre n'est pas nouvelle. Dès l'Antiquité, déjà, dans les textes, on parle de la pluralité des mondes. Et justement, des mondes autour de la Terre et autour de notre système solaire, il y en aurait beaucoup. Ces planètes, en dehors du système solaire, on les appelle les exoplanètes. Alors, il y en a des centaines de millions, il y en a beaucoup. Nous, on en a identifié plus de 4000 à quelques centaines d'années-lumière. D'après certains experts, il y aurait 100 milliards d'exoplanètes. Autant de chances de découvrir la vie ailleurs dans l'univers. Et donc, est-ce qu'il y aurait une vie ailleurs dans l'univers? Ah bah oui, ça c'est la question que se posent les scientifiques, notamment grâce à une discipline, ça s'appelle l'exobiologie, la vie en dehors de la Terre. On la cherche et on la cherche où? Bah, le plus proche, sur Mars. Mars, en fait, elle a été créée à peu près au moment de la Terre, 4,5 milliards d'années, sauf que les deux planètes ont eu deux destins différents. Hein. La Terre que l'on connaît avec la vie, Mars qui est un peu une Terre rouillée, qui a mal tourné. Mais pourtant, on se dit que la vie a peut-être touché Mars à un moment donné. Alors pour le savoir, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des sondes. Alors les seuls qui ont réussi jusqu'à présent, ce sont les Américains, avec notamment les premières missions Viking au milieu des années 70. Viking part avec une question, est-ce que la vie a touché Mars? La réponse, bon, on ne sait pas. Viking se plante, on n'a aucune réponse. Il faudra peut-être attendre cet été avec une mission européenne qui s'appelle ExoMars. La première fois que l'Europe, avec l'aide de la Russie, pourra peut-être toucher Mars, avec une mission exceptionnelle qui répondra enfin peut-être à cette question qui est le Graal. Est-ce que la vie a touché Mars? Et pour ça, il y a un rover, un robot, qui va pouvoir creuser à 2 mètres de profondeur dans Mars, là où Mars... La Terre est protégée des rayons stérilisants, donc peut-être qu'il n'y aura pas des fossiles de vie martienne où on ne sait pas. Et donc ce robot va prendre des samples, donc des échantillons, les analyser et répondra à la question, est-ce qu'il y a des fossiles de vie martienne? Est-ce qu'il y a une vie actuelle sur Mars? Et on aura peut-être enfin la réponse au printemps 2021 à cette question que les scientifiques se posent. Vous nous tenez au courant, hein, François. 50 J'adore, ans, vous êtes passionné. Hein. Ah ouais, non mais... Jean-Claude On Bourré, attend. alors je suis très heureuse de vous recevoir. Et aussi eh bien, de rendre justice à cet éminent scientifique français, Jean-Pierre Petit, que les plus grandes puissances nous ont envié et nous envient encore aujourd'hui, tant ces découvertes sont à la pointe dans leur domaine. Vous avez ensemble coécrit un best-seller, OVNI, l'extraordinaire découverte. Vous revenez tous les deux avec ce nouveau titre. C'est un titre fort, hein, Contact cosmique. Qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Qu'est-ce qu'on apprend en plus dans votre livre? Le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? C'est la question que personne ne pose. On dit, est-ce que tu as changé de voiture? Qu'est-ce que c'est ton nouveau maquillage qui te sied si bien? Pourquoi vous me Mais regardez on comme ne ça parle pas, on ne parle pas du sens de la vie. Si vous voulez voir quel est l'accomplissement d'un homme, vous lui demandez, quel est le sens de ta vie? Ou quel est le sens de la vie? Et là, vous voyez les yeux qui tournent
parce qu'il est face à une question tellement évidente. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de la vie de chaque téléspectateur? Et très peu sont capables de répondre, à part mes amis Bogdanov qui, eux, pensent en permanence et depuis fort longtemps. Et pour vous, le sens de la vie alors? Alors le sens de la vie ne se dit pas dans une émission de télévision en 5 secondes. C'est tout un parcours. C'est un peu comme le petit garçon ou la petite fille qui demande à son papa ou à sa maman, « Maman, comment on fait les enfants ?» Et la maman va lui dire, D'ailleurs, bah, tu comment on sais, fait les enfants, Jean-Claude Bourret? eh bien, le papa, il met une petite graine dans le ventre de la maman, et puis il y a une belle Et fleur ça fait des qui extraterrestres un jour? pousse, et la belle fleur, c'est toi, ma chérie. Voilà ce qu'on dit. Mais vous savez très bien que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc il y a des questions qu'on ne peut pas... C'est un peu le défaut de notre société. C'est que tout se fait en 5 secondes par les réseaux sociaux. Je clique, je hate, j'aime, etc. Mais Victor tout un Hugo disait parcours. par exemple que lorsqu'on avait un but noble, on ne tombait jamais véritablement. On se relevait toujours. C'est un peu ça, non, le sens de la vie? La noblesse, il faut d'abord en définir les contours. La noblesse, c'est d'abord la transcendance par rapport aux moyens matériels après lesquels nous courons. Nous sommes toujours en train de courir après le dernier smartphone, après une augmentation de salaire, après un mois de congés supplémentaires pour aller au sport d'hiver. Mais c'est pas ça le sens de la vie. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'avec vous, Jean-Claude Bourret, il n'est plus question de polémiquer à savoir si les extraterrestres existent ou pas. C'est plutôt sous quelle forme existent-elles et qu'a-t-elle à nous apprendre? Les extraterrestres sont parmi nous. Il y en a d'ailleurs quelques-uns autour de ce studio. Ah ben, J'en ai repéré. Mon patron m'appelle l'OVNI, vous savez. Assez vite. Et il suffit pour cela, puisque tout à l'heure vous avez parlé de Dieu, de regarder un peu l'origine de toutes les religions, et notamment des principales religions monothéistes. Si vous prenez l'Ancien Testament, qui est commun aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans, puisque l'islam reconnaît l'Ancien Testament comme étant un livre sacré, mais trahi par les Juifs et les chrétiens d'après l'islam, que dit l'Ancien Testament, chapitre 6, Genèse? Les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût, eurent commerce avec elles et leur firent des enfants. C'est dans la Bible. Non, vous pensez que ça serait des extraterrestres qui seraient venus? Ben, évidemment, Parce qu'on les est des fils de jolies Dieu, filles. ça n'existe pas. Alors, C'est hypothèse les très extraterrestres. sérieuse, Ouais. la vie sur Terre serait peut-être apparue grâce à une météorite martienne qui aurait ensemencé la Terre. Donc on est peut-être d'origine extraterrestre. Oui, moi je pense qu'il y a dans chaque atome une programmation qui l'oblige à s'associer à un autre atome, à faire des chaînes d'acides aminés qui sont les premières briques de la vie. Et donc, la vie qui est la nôtre, le corps qui est le nôtre, il a non pas 10 ans, 20 ans, 50 ans, il a 13 milliards d'années et plus, puisque les atomes qui nous constituent ont plus de 13 milliards d'années. Et donc il y a dans chaque... Je ne les fais pas, je sais. Je fais 12,5 milliards à tout casser. Il y a dans chaque atome cette programmation qui date de l'origine de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années maintenant. Alors, vous allez encore plus loin avec Jean-Pierre Petit, donc cet éminent scientifique dont je parlais. Alors, je le rappelle quand même, qui est ancien directeur de recherche Au CNRS. au CNRS. Il a frôlé le prix Nobel aussi, grâce à ses travaux. Donc, vous êtes quand même 2 personnes pragmatiques et très sensées. Et vous allez encore plus loin en posant une question. Est-ce que notre Terre serait sous le contrôle d'une intelligence venue d'ailleurs ? Ou même d'intelligence au pluriel venue d'ailleurs, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la vie foisonne dans l'univers. Vous savez que jusqu'en 1995, on pensait que le Soleil était la seule étoile qui entraînait un cortège de planètes, dont la Terre. Puis en 1995, au mois de décembre, on a découvert la première exoplanète, c'est-à-dire la première planète tournant autour d'une autre étoile. Maintenant, on en est à peu près à 4400, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'a dit la NASA il y a 4 ans. La NASA, il y a 4 ans, a dit, nous estimons, après avoir observé les photographies prises par les satellites qui tournent autour de la Terre et par les télescopes qui sont à l'intérieur, nous estimons à 60 milliards le nombre de planètes pouvant abriter la vie, c'est-à-dire pas des planètes où il fait 500 degrés à la surface, mais pouvant abriter la vie dans notre seule galaxie. Et le nombre de galaxies est passé de 100 milliards à 2000 milliards. Et on découvre une nouvelle galaxie par semaine. Et une galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles à 1000 milliards d'étoiles. Ce sont des nombres, c'est le cas de le dire, astronomiques. Donc la vie foisonne dans l'univers. Il y a des milliers de milliards de planètes qui abritent une forme de vie beaucoup plus intelligente que la nôtre. C'est ça, et vous le dites dans votre livre. Grishka Bogdanov, alors, est-ce que ça vous parle, ce sujet? Bien sûr. Vous l'étudiez depuis maintenant 40 ans, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vie extraterrestre?
En réalité, c'est le principe d'universalité qui l'emporte. Quand on regarde... Pourquoi ça nous plaît d'y croire d'ailleurs? Mais parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et comme le disait Jean-Claude, c'est vraiment une sorte de leçon que nous devons apprendre. C'est être humain, comme on le disait tout à l'heure, c'est savoir qu'il y en a d'autres, en tout cas d'autres formes de vie ailleurs, qui ne sont pas d'ailleurs très éloignées. Parce que quand je parlais de l'universalité, il faut comprendre que tous les éléments chimiques sont partout les mêmes, ça on le sait. C'est que par exemple, on sait que 98% de l'univers aujourd'hui, en termes de masse, est composé d'hydrogène. Oui. Et cet hydrogène, dont les noyaux ont été composés, comme le disait très justement Jean-Claude, dans les 3 premières minutes de vie de l'univers et plus jamais après. Donc il a fallu déjà un réglage extrême pour arriver à synthétiser, en quelque sorte, ces éléments légers qui font aujourd'hui 98% de la masse de l'univers. Bon, mais ça veut dire aussi que tous les éléments chimiques étant les mêmes, forcément la physique est conditionnée par ces éléments chimiques et forcément la physique et la chimie créant une biophysique ou une biochimie qui est homogène partout, bien engendre une forme de vie qui probablement n'est pas Donc très voilà, éloignée de la donc nôtre. peut-être la question c'est sous quelle forme, hein. C'était ça. Comme, Mais c'est ça, n'est pas très éloignée de la nôtre. vous le disiez. Alors, j'ai une question, Jean-Claude Bourret. Puisque vous dites que l'intelligence extraterrestre est plus élevée, pour preuve, hein, c'est qu'ils ont développé peut-être la technologie pour venir nous voir sur Terre, hein, si je suis votre raisonnement. Vous avez d'ailleurs un jour avoué dans une interview avoir rencontré un extraterrestre dans votre enfance. Je sais que vous n'aimez pas en parler, donc on ne va pas en parler. Je ne vais pas vous demander votre expérience, parce que je le respecte. En revanche, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai toujours rêvé de voir un extraterrestre depuis... Non, mais c'est vrai, François. Depuis petite, parce que s'ils ont une intelligence plus élevée, on peut apprendre voilà, avoir une connaissance. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui sont dans mon cas. Est-ce qu'il y a des élus? Comment ça se passe? Pourquoi vous avez été contactés et pas nous? Vous avez vu E.T. déjà, le film. Mais bien sûr, mais moi, Bon. les Goonies, tout ça, c'est mon... Voilà, c'est mon univers. Mais pourquoi, en fait, certaines personnes seraient contactées et pas d'autres, si je vais jusqu'au bout? Alors d'abord, il faut le demander aux extraterrestres. Ah, bien mais moi, que je le nous ayons demande, alors, quelques officiellement à la télé, aujourd'hui. Et deuxièmement, je vous parlais tout à l'heure de la Genèse, le chapitre 6. Les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre jolies ou à leur goût, eurent commerce avec elles et leur firent des enfants. C'est-à-dire que celui qui se pose la question, est-ce que les extraterrestres existent? Comment sont-ils faits? Il a en lui un petit bout d'ADN venu des étoiles. Vous voyez? Donc vous cherchez les extraterrestres et tous les matins, quand vous vous maquillez, Et l'extraterrestre... pourquoi vous faites une fixette sur mon maquillage? Mais parce Je que plaisante, je pense plaisante, que comme Jean-Claude toutes les Bourret. filles, vous avez le soin de votre beau visage. Écoutez, en tout cas, pour revenir aux extraterrestres, et quand même à l'essentiel, du coup, j'ai perdu le fil, j'avais une question. Ben, allez-y, François. Parce que vous Non, avez moi une ce que je question à voulais poser. dire, c'est qu'on ne sait pas si, comme vous dites, la vie extraterrestre d'abord est visible. Ah, c'est ça, je sais. Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle ressemble à ce à quoi on s'attend? Et pourquoi serait-elle plus intelligente? Oui, Alors, et j'ai puis une alors, image. je vais rajouter aussi une autre question par-dessus. Qu'a-t-elle à nous apprendre? Vous ne l'avez pas dit, ça. Qu'est-ce qu'on vous a appris? J'ai une image, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on me dit souvent, mais s'il y avait une intelligence extraterrestre, elle prendrait contact avec nous. Et qui est-ce qui a créé l'univers il y a 13,8 milliards d'années? Une intelligence qu'on peut appeler Dieu ou Allah pour simplifier. Et puis avec Jean-Pierre Petit, qui a imaginé qu'il y avait deux univers, l'univers positif dans ça. lequel nous sommes et l'univers négatif. Double Les dimension. deux s'interpénètrent. Moi, je prends l'image suivante. Vous avez une petite fille quelque part dans l'univers qui se promène en tenant la main de son papa. Oui. Et puis elle dit « Oh papa, j'aimerais bien que tu m'achètes ce petit truc qui fait des bulles de savon. » Alors dans une fête foraine, le papa il achète le petit gobelet où on peut souffler comme ça et faire des bulles de savon. Et la petite fille elle souffle comme ça. Chut. Et il y a plein de bulles qui sortent. Et chaque bulle c'est un univers et nous on est dans l'une de ces bulles. Pour vous donner une idée de l'immensité de cet univers dont on croit qu'il fait juste quelques milliards d'années de diamètre. Vous savez qu'en ce moment, là, on fonce à 1 800 000 km à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait 700 km par seconde. Vous voyez, là, on a fait Paris-Marseille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y aurait un autre Jean-Claude Bourret dans une autre dimension? Non, il y aurait pas un autre Jean-Claude Bourret. Il y aurait des milliards De Jean-Claude d'êtres Bourret. intelligents, Je ne sais pas si Jean-Claude Bourret est intelligent, mais qui sont issus de l'atome où il y a une puissance absolument infinie. Et je voudrais te poser une question. Quand il y a eu la bombe atomique d'Hiroshima et qu'on a détruit de l'uranium qui a tué 100 000 personnes en 3 secondes et qui a tout rasé dans un rayon Mais juste de 3 d'ailleurs kilomètres. 1,5 gramme Voilà. d'uranium. Et 1,5 gramme d'uranium, et c'est ce qui a stupéfié d'ailleurs le grand Gamov, qui était un de ceux qui a découvert les lois de la radioactivité dans les années 30 en Union soviétique.
eh bien, il a été totalement, je dirais, écrasé par cette révélation, ce gramme et demi d'uranium qui fauche en un instant 100 000 vies. Vous imaginez la puissance extraordinaire qui existe en chacun d'entre nous, puisque là on ne pèse pas 2 grammes, on ne pèse pas 1,5 gramme ou 2 grammes, on pèse un petit peu plus. Donc si 1,5 gramme détruit, quand on détruit des atomes, ça dégage une énergie absolument hallucinante. Hiroshima, 1,5 gramme, hein, c'est bien ça. D'uranium, mais 1,5 gramme d'eau n'a pas le même pouvoir qu'1,5 gramme d'uranium. Si. Bien sûr que si. Mais si, mais justement, l'uranium est plus fissile, c'est tout. Mais à part ça, effectivement, le pouvoir qui est d'ailleurs donné par les lois de la relativité. Dans cette feuille de papier, là, cette petite feuille qui est devant vous, il y a de quoi volatiliser tout l'arrondissement. Toute la région parisienne. Et même la région parisienne. Bien donc, sûr. mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance colossale en chaque être humain. Colossale. C'est ça dont on la n'a pas idée. conclusion, parce que finalement comprendre la science, c'est pour être plus heureux dans notre vie quotidienne, et c'est nous dire qu'on a un potentiel illimité. C'est ça Bien qu'on sûr. doit comprendre finalement. Bien sûr. C'est plein d'espoir vos livres, hein. Vraiment c'est passionnant. Merci, vous restez avec nous. C'est le moment de buller, comme toujours, avec François. Alors c'est une surprise, vous n'avez pas voulu me parler du sujet aujourd'hui, pourquoi ? Non, mais parce que c'est une expérience cinématographique dont j'avais envie de vous parler. Je vous parlais de l'eau, on le comparait à l'uranium. L'eau a autant de pouvoir que l'uranium, il suffit juste de prendre les bonnes molécules et de les mettre ensemble. Et bien là, il y a un réalisateur qui s'appelle Victor Kasakovsky qui est allé filmer l'eau sous toutes ses formes à 96 images secondes. C'est fabuleux, on a des tempêtes, des ouragans, de la glace, l'eau sous toutes ses formes et ça donne ça. Il y a des images ? Regardez, absolument. Ah super. Magnifique, hein? Ça donne un documentaire qui s'appelle Aquarella et c'est le 5 février prochain au cinéma. Et si j'ai une petite seconde... Mais même une bonne minute, Une bonne allez-y. minute, je Pour voudrais une fois, vous vous n'avez parler... pas besoin de courir. Ah, j'adore. Je voudrais vous parler d'un rassemblement au Grand Rex en juin prochain, le 20 juin prochain. Ça s'appelle Nature guérisseuse. Ah oui. On en a déjà parlé et là j'en reparle parce que Grishka, vous en faites partie. Oui, Vous êtes avec invité grand d'honneur. plaisir. Vous êtes D'un invité plateau d'honneur. d'experts. Alors il y aura des experts, mais si vous voulez, c'est pas que des conférences où les gens vont écouter. Non, il y a des lives, il y a des choses auxquelles on va participer. Et cette conférence au Grand Rex à laquelle vous participez va nous permettre de comprendre comment la nature peut nous inciter à aller mieux. Comment, avec la nature, on peut guérir, on peut changer sa vie. Ça s'appelle Nature guérisseuse, on voit l'affiche. Vous pouvez aller sur le site, avoir toutes les informations est déjà réservée le 20 juin prochain. Toute la journée. Toute au la Grand journée, Rex. puis on aura l'occasion d'en reparler, Oh hein, oui, parce plusieurs qu'on fois. invitera des intervenants sur le plateau, parce que ça va être vraiment passionnant. Merci infiniment. Alors Grishka, je rappelle, Merci. Le visage de Dieu, c'est la nouvelle édition enrichie de votre best-seller, coécrit avec votre frère, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci à vous. Mes amitiés à Jean-Pierre Petit, qui est passionnant. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Contact cosmique, finalement, qui est plein d'espoir, hein, pour mieux vivre au quotidien Et qui ouvre l'esprit. et qui ouvre l'esprit, qui éveille les consciences. Parce que c'est quand même le but, hein. Et qui permet de marcher sur le chemin de la connaissance. Merci Jean-Claude Bourret. Merci à vous. François, on se retrouve très vite. Oui, je retourne dans ma soucoupe. Voilà, vous retournez dans votre soucoupe. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, faites-vous du bien, c'est très important pour nous. Et on va tirer la petite phrase qui fait du bien, Oui. ça vous dit ou pas? Bien sûr, tout de suite. Petite phrase philosophique chacun. Allez, pour terminer Hop. l'émission. La petite Alors moi, je veux phrase. connaître l'histoire dans votre enfance, hein, l'extraterrestre. Hors antenne. Moi, je veux vrai, connaître la promis. phrase. Il nous ressemblait ou pas? Je ne peux pas le dire. Oh, Jean-Claude. Alors, Alors, la phrase qui fait du bien, la liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. et c'est... Et c'est de Mathieu Ricard. Ah, bah oui. Mathieu Mathieu Ricard. Ricard. Mathieu Jean- Ricard, dont le Jean-Claude. père était professeur de philosophie et je l'ai eu au lycée Jean-Baptiste Une petite C phrase, à Jean-Claude Paris. Et on va bientôt le recevoir d'ailleurs sur le plateau. Alors, achetez le livre de Grishka Bogdanov. Génial. Formidable, hein? Magnifique, merci pour la phrase. Quelle générosité, vous êtes formidable. Merci, hein. C'était chouette. C'était très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein.